Et ça, on va dire, les années passant, on s'est retrouvés, donc je suis partie de chez Fauchon en 2014. En fait, en 2013, j'avais fait, 10-15 dîners avec des pavlovas, où plus elle était grande, et plus elle partait, que autour de la table, j'avais toujours quelqu'un me disant je suis pas fan de sucre, tu m'en donnes un tout petit morceau. C'était toujours, mais à tous les coups, la personne qui se resservait 5 fois. Et donc, au bout de 10 dîners, Benoît m'a dit, mais c'est trop bon, faut en faire un business. Finalement aussi, parce que dans notre changement de vie, on s'est mis à travailler ensemble avec Benoît. Oui, on a pris cette décision à la fois en connaissance de cause et à la fois pas du tout en connaissance de cause. Donc effectivement, quand on parle d'entrepreneuriat, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est la peur. Donc après ça, faut être un peu inconscient, mais en même temps, ça revient à ça. C'est-à-dire, si t'as peur et que tu veux en fait évaluer tous les risques de façon factuelle et rationnelle, jamais t'y vas. Jamais tu sautes le pas, jamais tu changes de vie, jamais. Donc en fait, je pense que chacun a son tempérament. Il faut prendre sa décision en étant bien dans ses baskets. Monter sa boîte et être entrepreneur et changer de vie, oui, si c'est une peur avec laquelle on vit correctement. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une femme exceptionnelle, d'une très grande humilité, générosité et gentillesse. J'ai été approchée par son attaché de presse pendant le confinement et ce qui est amusant, c'est que j'étais déjà une cliente fidèle de sa première boutique. Et en plus, Marie faisait partie de la liste des invités que j'aimerais contacter un jour. J'ai donc profité de mon retour à Paris fin juin pour l'interviewer avant mon déménagement. Petite parenthèse, n'oubliez pas, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Je ferme la parenthèse pour faire la lumière sur Marie. Marie a un très beau parcours. Elle est diplômée de l'ESSEC, se fait directement embaucher par Procter. C'est à partir de son 2e job que Marie se spécialise dans le marketing dans l'univers agroalimentaire. Elle travaille pour Cœur de Lion, puis est à la tête de la refonte de La Belle Endormie, la maison du chocolat. Son mari est muté à Boston, elle décide donc d'entreprendre là-bas. À son retour à Paris, elle devient directrice du retail chez Fauchon. Mais suite à un licenciement plutôt brutal et plusieurs autres signes, il décide, avec son mari, de s'associer pour créer la Meringuée. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie Stoclet-Bardon. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Alors, j'ai choisi une râpe Microplane, qui est une râpe absolument magique pour zester tous les agrumes. J'ai une histoire avec les agrumes et les zestes de citron vert qui remonte à très loin. Ma grand-mère faisait une tarte au citron géniale. Et à l'époque où je ne connaissais pas la Microplane, je prenais mon épluche légumes, mon économe, pour enlever les zestes, qu'ensuite je râpais, où je mixais dans un hachoir. C'était long. Le débat, c'était qu'il fallait pas enlever le blanc parce que sinon ça devenait amer. Et puis Gilles Marchal, que j'ai rencontré à la Maison du Chocolat, quand j'ai quitté la Maison du Chocolat, m'a offert ma première Microplane. Et alors là, le bonheur. Et effectivement, c'est vrai que c'est un outil que j'utilise aussi bien en pâtisserie qu'en cuisine, et puis qui m'a permis de râper les citrons verts qui sont atterris dans ma crème fouettée au citron vert à la meringuée. C'est marrant parce que ce qu'on disait en arrivant, c'est que c'est le même objet qui a été choisi par Chef Damien, qui est le fondateur de 750 grammes. Et c'est vrai que c'est un outil il disait, c'est dans une cuisine, c'est un objet indispensable. Magique. Ouais. Je mettrai le lien du coup pour tous ceux qui veulent acquérir une Microplane. En l'occurrence, même celle que j'ai amenée pour toi, c'est celle que j'ai volée à mon fils, à mon grand-fils, qui s'est installé, qui a eu un appartement d'étudiant à Reims pendant 2 ans, et le premier objet que je lui ai acheté, c'était ça. C'est en même temps des esters et tout. Enfin, c'est pas un truc que tu trouves partout. Il n'y a pas d'équivalent en fait aussi efficace, aussi pratique. Alors après ça, il faut effectivement choper des gestes pour bien zester, mais voilà. Avant qu'on parle de tes crèmes fouettées, entre autres, et tes meringues, est-ce que tu pourrais nous raconter d'où tu viens ? Alors, je suis une petite fille du bitume, parisienne jusqu'au bout des ongles, née de parents parisiens et de grands-parents parisiens. De quel arrondissement ? Donc j'ai grandi dans le 19e arrondissement,
à côté des Buttes-Chaumont, sachant qu'effectivement mes grands-parents venaient plutôt de l'Ouest parisien et que je pense que mes parents dans les années 70 étaient un peu en rejet de la bourgeoisie de leurs parents, et donc on est parti dans l'Est, et je pense que ça fait partie des chances de ma vie plutôt que d'être dans un quartier très très bourgeois, qui traditionnel. J'ai grandi dans l'Ouest parisien, donc je vois il y a du bon, mais on va pas se plaindre, mais en effet ça permet d'ouvrir l'esprit. Je pense que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, ouais. Et t'étais quel type de petite fille? J'étais, alors je suis l'aînée, je pense que j'étais un peu première de la classe. J'aimais bien faire les choses, des parents qui mettaient un peu la pression, mon père en particulier. Il fallait que quand j'arrivais avec un 19 sur 20, il me disait pourquoi t'as pas 20. Et donc je pense que ça m'a pas mal structuré. Mais en même temps, un père, je parle de mon père parce que c'est vrai que le regard sur les petites filles, j'ai 51 ans, il y a 30 ans, enfin il y a 40 ans, tous les papas n'avaient pas un regard absolument équilibré sur leurs filles et leurs garçons, et mon père c'était le cas. Donc j'ai un petit frère et on a tous les deux été élevés absolument pareil, avec un peu de compétition, un peu de pression, il fallait réussir, mais aucune différence entre lui et moi. Ils faisaient quoi comme métier tes parents? Alors mon père était avait fait une école de commerce et ensuite était rentré dans la distribution, puis ensuite avait monté sa boîte. D'accord. Donc on va parler d'entrepreneuriat, mais bon voilà. Avait monté sa boîte au début des années 80, ce qui était quand même assez rare, enfin plus rare à l'époque. Ouais, c'est clair, et ma mère avait fait des études de droit et est redevenue prof de droit en fait quand mon petit frère a eu 5 ou 6 ans. D'accord. Et c'était une boîte de quoi la boîte de ton papa? Alors c'était une boîte de consulting liée à alors d'abord à la distribution, et puis ensuite en fait il est devenu sociologue. Un de mes grands-oncles est sociologue et l'a formé, et il a monté les 10 dernières années de sa carrière professionnelle, il avait monté un observatoire européen des tendances en mêlant à la fois la partie statistique, connaissance de la distribution, et la partie sociologique, donc avec un binôme de sociologues dans l'Europe entière. Donc c'était assez intéressant, c'était très intéressant. Et du coup tu as vu la création d'une boîte et en plus une reconversion. J'ai vu une reconversion, j'ai vu la création d'une boîte, j'ai vu ma maman qui stressait comme une malade parce qu'elle était pas faite pour pas être sûre de ce qui arrivait à la fin du mois. J'ai vu deux redressements judiciaires de mon père. J'ai vu quand j'étais en 3e année d'école de commerce, j'ai dit à mes parents, je me prends en charge, et j'ai été faire un emprunt, puis je me suis mise à bosser, à avoir des petits boulots parce que globalement ils avaient pas les moyens, ils avaient plus les moyens. Donc ça a été, oui, j'ai vu le bon et le moins bon. T'étais prêt, ça pouvait te préparer. Et c'était quoi tes passions quand t'étais petite fille? Alors, mes passions quand j'étais petite fille, j'ai fait beaucoup de musique, mon père peignait beaucoup, et donc je l'ai beaucoup accompagné, j'ai fait beaucoup de travaux manuels. Ma première passion, c'est la lecture, donc je suis une lectrice, je pense que j'ai pas lu la bibliothèque de A à Z, mais globalement je lisais énormément. Et puis les copains. Je crois que depuis toujours, les copains, c'est ma structure, ma colonne vertébrale. Et quand t'avais 5-6 ans, tu disais quand je serai grande, je ferai quoi comme métier? 5-6 ans, je sais pas. Un peu plus tard, je voulais être archéologue. Ah ouais. Voilà, donc j'ai eu cette phase-là avant que je comprenne qu'en fait archéologue voulait pas dire historien, et que finalement, mais oui, ça m'a tout le collège, je crois que je voulais être archéologue. Qu'est-ce qui te plaisait dans le fait d'être archéologue? Je crois que c'était la dimension histoire. J'ai toujours été aussi dans les choses qui m'intéressent, l'histoire, d'où on vient, comment ça vous structure, qu'est-ce qu'on a hérité, aussi bien d'un point de vue structure de société que ça m'a toujours intéressé. L'architecture, les châteaux, tout ça m'a aussi intéressé. C'était pas d'aller gratter Quand j'ai compris qu'en fait, quand on était archéologue, finalement, on grattait vraiment beaucoup avant de trouver, et que tous les archéologues n'avaient pas découvert la pyramide de Khéops. Bon, ça m'a un peu refroidi, quoi. Et donc au moment où il a fallu choisir ce que tu allais faire comme filière, quel état d'esprit t'étais? Alors là, on se retrouve au lycée. Au lycée, j'étais plutôt scientifique, plutôt matheuse. Mais malgré le fait que t'adorais la littérature, malgré le fait que j'adorais lire, mais j'avais pas des très bonnes notes en français. Globalement, c'était toujours un peu voilà. Donc et là-dessus, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire une école d'ingénieur, ou est-ce que j'ai plutôt envie de faire une école de commerce? Mon père avait fait une prépa, une école de commerce, donc quelque part la dimension prépa, moi j'ai grandi avec, c'est pas comme d'autres. Et je crois que ça doit être en première, je me suis dit mais j'ai pas envie de faire des maths et de la physique tout le temps, quoi. Donc en fait, quand on a 16 ans, ces choix-là, finalement on les fait un peu par rapport aux matières qu'on a en prépa.
en ayant finalement une connaissance assez limitée du job qu'il peut y avoir derrière. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé plutôt de faire une prépa pour faire une école de commerce. Et là, dans ta tête, tu disais je fais une école de commerce et tu savais, tu avais une idée que tu allais vouloir faire du marketing derrière ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Bon alors, mon père sa boîte, c'était du consulting en marketing stratégique, donc quelque part je savais ce que c'était que le marketing. Non, je suis partie en école de commerce en me disant j'avais une fois de plus la dimension financière dans son côté mathématique m'intéressait aussi. Ouais. Et d'ailleurs j'ai fait dans les stages qui ont décidé du chemin que je prenais, j'ai fait un stage chez Procter & Gamble. Donc qui à l'époque c'était le bonheur, ils m'ont offert un job à la fin en me disant l'offre est valable 1 an. Truc de dingue. C'était cool. Ouais. Et là j'ai dit attendez, je vais aller faire un autre stage et du coup j'ai été faire un stage assez incroyable où j'étudiais la possibilité de couverture des achats de matières, couverture à terme des achats de matières premières chez Shell Chimie. Ok. Histoire de vraiment me dire que la finance c'était pas mon truc. Ouais. Et j'ai dit c'était très intéressant, mais 3 mois c'était bien. Ouais. Voilà. Et donc du coup, t'as fait ta prépa, t'as été prise à l'ESSEC, donc super belle école. Ouais. Comment ça s'est passé quand t'as été prise? Ton papa était fier de toi ou c'était pas HEC? Alors, je vais peut-être pas toi. Si je raconte tout, si je vais jusqu'au fond, mon père avait fait HEC. D'accord. Donc, mes enfants vont se marrer s'ils m'entendent, mais effectivement, je pense que j'ai eu un acte manqué. J'étais admissible à HEC, j'ai passé les oraux, et je me suis pas réveillée le matin de l'oral de philo. Donc, je suis arrivée en retard. J'ai évidemment eu une très mauvaise note, ce qui fait que je n'ai pas été prise à HEC. Mon père m'a attrapée en me disant ma fille, tu es une gourde. Faut reconnaître qu'effectivement, ne pas se réveiller le jour de l'oral de philo, faut quand même le faire. Ouais. Et j'ai appris avant la fin des oraux d'HEC que j'étais prise à l'ESSEC. Et en fait, c'est l'ESSEC que je voulais. D'accord. J'avais décidé à l'avance. Alors, est-ce que c'était ma crise d'ado? À pas savoir. Mais... Ouais, du coup, oui, en fait, parfois, il y a des trucs qui arrivent comme ça où tu te dis, ça me fait penser à une personne que j'ai interviewée, France, qui était dans le marketing et s'est reconvertie pour être kinésiologue. Ouais. Et elle hésitait vachement à se former et tout. Et puis bon, un jour, elle s'est dit, allez, je vais me former. Elle part avec le chèque et l'enveloppe à poster. Elle dit, mais en fait, je suis complètement stupide. Elle l'avait mise dans la poussette de son fils. Sauf que l'enveloppe, elle est tombée par terre. Et donc, elle est rentrée chez elle en mode enveloppe perdue, quoi. Donc, elle l'avait pas postée. Et elle s'est dit si quelqu'un a mis l'enveloppe, c'est que c'est vraiment dans la boîte aux lettres, c'est vraiment qu'il faut que je le fasse. Et c'est ce qui est arrivé. Énorme. Et le truc de dingue, ouais. Donc il y a des moments dans la vie où... Non, et puis l'ESSEC était une école j'y étais très 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 heureuse, ouais. Et qui a effectivement qui est pas dans l'arrogance. Alors il y en a toujours un petit peu, bien sûr, hein, mais globalement on est très autonome, très libre, avec une philosophie de se prendre en main. Et j'y ai été très heureuse parce qu'il y avait beaucoup de créativité, beaucoup de souplesse, et je pense que c'est un des éléments une des colonnes vertébrales de cette école, ouais. Qui fait que on a un tempérament qui est, alors je sais pas si c'est peut-être ce que j'ai envie d'entendre, hein, ou ce que j'ai envie de voir, mais en tout cas j'ai la faiblesse de croire qu'on a un tempérament un peu différent. Ouais. Non, mais après en effet en fonction des écoles, t'as une ADN, des valeurs différentes. Pour ça, en même temps, c'est quand même une très bonne école. Et en sortant de l'ESSEC, du coup, comment ça s'est passé tes premiers jobs? Alors, en sortant de l'ESSEC, donc j'avais cette offre de Procter & Gamble, et donc j'y suis allée parce que bon, là, c'est à l'époque, on remonte 30 ans en arrière, les startups n'existaient pas, c'était pas très à la mode, et effectivement, en marketing, Procter faisait partie des boîtes dans lesquelles c'était la mecque. Ouais. Et en fait, j'ai passé 3 ans où j'ai été formée, structurée, voilà. Et si je dis que j'ai fait un MBA marketing, c'est un petit peu ça, mais enfin globalement, j'en suis sortie en ayant la tête qui était bien au carré, des méthodes de travail qui me servent toujours aujourd'hui en fait. Ouais, mais c'est ce que tout le monde dit. Enfin moi, pour le coup, j'ai fait que des petites boîtes, mais c'est vrai que tout le monde dit. En effet, c'est une école de formation pour la vie, quoi. Et donc après, c'est là où t'as commencé à aller dans l'univers de l'alimentaire. Alors là, voilà, la table d'après. Procter & Gamble, effectivement, est une société qui est exceptionnelle, mais je dis toujours effectivement que on n'a pas de carte de visite parce qu'on voit pas grand monde de l'extérieur. Donc on est un peu, quand on est marketeur, dans un univers parce qu'en fait on est entouré de plein d'experts en interne, et donc en fait voilà. Et là je suis arrivée à la compagnie des fromages chez Cœur de Lion, recrutée par une femme extrêmement talentueuse qui m'a formée sur ce que c'était qu'une marque. Donc là je me suis en reconnaissant ta vie. Elle avait un vrai talent pour ça, c'est elle qui avait créé Cœur de Lion, et donc elle avait vraiment
Et je suis rentrée dans un univers, non seulement l'univers alimentaire, mais le contact avec le produit. J'étais en usine toutes les semaines. Donc, je prenais ma voiture, j'allais en Normandie, et puis on dégustait des camemberts. Ouais. Et alors là, pour le coup, on commence à être vraiment sur le terrain. Et finalement, moi, j'y ai trouvé ce que j'aimais, c'est-à-dire être en contact avec le produit. Alors, c'était un camembert pasteurisé, mais c'est un bon produit, vendu en grande surface. Et j'ai effectivement appris l'alimentaire, à créer des produits. Enfin voilà, j'ai eu toute une palette de missions pendant les 8 ans que j'y ai passé, où je me suis vraiment beaucoup amusée et beaucoup appris. Je suis devenue manager. J'ai eu une équipe. Enfin, voilà. Donc vraiment, c'était un univers qui était assez. Ouais, je me suis éclatée en fait, vraiment. Et la nourriture, enfin la gastronomie, tout ça, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie ou pas du tout? Alors. Oui et non. J'ai toujours été d'une gourmandise totalement addictive. Gourmandise, du coup, sucrée? Tu fais partie des sucrés ou des salés? Non, alors aujourd'hui, je suis vraiment très salée, un petit peu moins sucrée. Petite, j'étais sucrée aussi comme le sont tous les enfants, mais vraiment c'est équilibré en fait. Ma maman cuisinait pas très bien. Ouais. Elle achetait des bons produits, mais elle faisait des choses vraiment très simples. Puis c'est un peu du stress pour elle. Mes grands-mères m'ont transmis, effectivement, j'ai fait de la pâtisserie avec mes grands-mères. Le fameux rejet de la maman qui veut pas. Ouais, je sais pas. Bon, si elle était là, elle s'est mariée très jeune. Elle me dit, quand je me suis mariée, je savais pas faire cuire un steak. Et je suis partie avec mon bouquin des recettes de Françoise Bernard. Donc effectivement, c'était pas vraiment son truc. Ouais. Et puis, en fait, moi, je me suis mise à faire de la cuisine parce que j'aimais recevoir. Ouais. Et donc, au départ, on a des copains qui viennent dîner, donc on cherche des recettes, et puis petit à petit, on se met dedans, et puis on aime bien ça, et puis on goûte, et puis voilà. Ouais. Donc déjà, on va dire. Du coup, c'est toi qui, quand vous recevez, c'est toi qui cuit. Enfin, on dit que c'est souvent l'homme ou la femme. Non, c'est moi qui suis. Mon mari Benoît est associé, n'est pas là, mais il ne dirait pas le contraire. Pour le coup. Alors, il dirait même que je l'ai empêché de développer ses compétences de cuisinier. Bon, c'est de la mauvaise foi caractérisée. Quand il nous écoutera, il va dire mais il le sait. Ouais. Donc du coup, c'est toi qui faisais le salé et le sucré. Ouais, c'est moi qui cuisine. En fait, à la maison, c'est vraiment c'est moi qui. Et aussi bien quand parce que par exemple, moi je vois dans ma famille, moi c'est le sucré, c'est forcément moi. Hein, le salé, c'est mon mari, sauf pour la vie de tous les jours. Mais dès qu'on reçoit, c'est évidemment que le salé, c'est lui qui gère quoi. Non, moi je gère tout le temps. Non, je gère tout, et effectivement, j'ai transmis cette passion à 2 de mes fils. D'accord. Donc pour le coup, l'aîné. T'en as 3 enfants. Donc j'ai 3 garçons, 3 garçons. L'aîné, effectivement, il a 20 ans aujourd'hui, dans sa bande de copains, c'est lui qui fait la bouffe pour tout le monde. Ouais, super. Et le 3e qui a 16 ans après-demain, lui, effectivement, il aime bien cuisiner aussi. Alors pour le moment, il est un peu plus pâtisserie, ce qui est logique dans le chemin, effectivement. Mais il a commencé à faire du salé aussi. Il doit faire un cours de cuisine avec sa marraine dans 15 jours, quoi. Trop bien. Et c'est quoi, du coup, c'est une question que j'aime bien poser aux personnes qui sont dans l'univers de la gastronomie, ton plat préféré, ton dessert préféré? Alors, mon plat préféré. Ça, c'est compliqué. Je vais commencer par le dessert préféré. Mon dessert préféré, c'est la pavlova, évidemment. Ce que j'aime dans les desserts, en fait, dans ma philosophie de manière de cuisine et de pâtisserie, j'aime les bons produits et la simplicité. Donc effectivement, on va dire, si je fais un parallèle avec le monde de la restauration, il y a les étoilés qui font des choses absolument incroyables, d'une sophistication extrême, et puis il y a la bistronomie. Moi, je suis plutôt dans la philosophie de la bistronomie. Je préfère un poisson cuit parfaitement avec un filet de citron et une très bonne huile d'olive que effectivement quelque chose de très très sophistiqué. Donc c'est vraiment la pavlova, pour moi c'est ça, c'est une très bonne meringue qui est fondante à l'intérieur, une crème fouettée qu'effectivement moi j'aime bien acidulée parce que j'aime bien qu'effectivement ça compense le sucre, et puis des bons fruits, et il faut que les fruits soient bons, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc oui, la pavlova. Et une petite crème fouettée. Et évidemment la crème fouettée qui est effectivement infusée avec des agrumes, etc. En plat, je pense que je parlerai de poisson, donc en fait un très bon bar cuit au four avec effectivement du citron vert. T'as compris que j'ai un truc avec les agrumes, les citrons verts. Avec du citron vert, avec aussi une bonne huile d'olive, avec du gros sel, et puis ça cuit juste ce qu'il faut. J'ai un très bon copain qui cuisine très bien, qui dit t'as un talent inné pour le temps de cuisson des poissons. Effectivement, il est bien meilleur que moi sur les viandes, ce copain en question, mais sur le poisson, je suis pas trop mauvaise, je crois. Avec des légumes cuits au four, et puis des tomates du jardin de ma belle-mère. Ouais. Et donc quand t'es arrivée dans l'univers de la gastronomie, donc t'étais gourmande, donc là tu t'es dit c'est parce que je vais être en contact avec le produit, ou est-ce qu'il y avait un petit truc qui était en toi et tu te disais je suis contente de travailler dans cet univers
Ben, en fait, après Cœur de Lion, dans le groupe en fait dans lequel j'étais, le groupe Savencia, en fait, il y avait une petite pépite qui s'appelait la Maison du Chocolat. Et donc en fait, j'ai été promue directeur marketing de la Maison du Chocolat. Et là, je me suis dit, en fait, c'est là qu'il fallait que je travaille depuis toujours. Parce qu'en fait, j'avais à la fois, mon bureau était au-dessus de l'atelier de production, le magasin, donc le retail, dans le bon sens du terme, avec le contact direct avec le client. Donc le client, c'est pas juste un chiffre sur une étude Nielsen. Il existe vraiment et on discute avec lui et on est en contact avec lui. En contact avec le produit parce qu'effectivement, moi, je descendais à l'atelier régulièrement. Et donc, oui, la gastronomie, là, je pense que c'est devenu pathologique en fait chez moi. C'est-à-dire qu'avant déjà c'était grave, mais alors là c'est devenu pathologique. Bon, en même temps, tes copains devaient être contents quand ils venaient chez toi, ça enrichissait les dîners. Écoute, oui, ils sont pas mécontents. Alors c'est pareil, quand on a des métiers dans lesquels on travaille dans des sociétés qui produisent, gastronomiques par exemple, finalement on en parle toujours. Donc à table, il y a toujours un moment donné où on parlait de la Maison du Chocolat, où tout le monde avait un avis sur ce qu'on faisait. Et puis c'est vrai que c'est une boîte qui, ça fait partie un peu de l'histoire française, le patrimoine. Le fondateur de la Maison du Chocolat, Robert Lynx, a été extrêmement précurseur lui aussi à l'époque. Quand en 77 il a créé la Maison du Chocolat, c'était révolutionnaire de faire une boutique dédiée exclusivement au chocolat. Donc c'est vrai que c'est une super boîte, vraiment. Moi je m'y suis aussi beaucoup amusée. Du coup là c'est là t'as continué à travailler sur l'univers du branding de la marque. En fait il fallait, quand j'y suis arrivée en 2004, la marque la vieille dame était un peu poussiéreuse et donc la mission que m'avait donnée mon directeur général, c'était de dire comment on la projette dans le 21e siècle. Et comment en fait et moi je lui ai dit il faut que la vieille dame reste une vieille dame parce qu'en fait la Maison du Chocolat c'est une marque quand même bon chic bon genre un peu classique, mais il faut qu'elle redevienne un classique d'aujourd'hui alors qu'elle est devenue un classique d'hier quoi. Super challenge. Challenge. Vraiment, c'était super avec une super équipe. Enfin, vraiment, aussi bien mon équipe que le reste de l'équipe. On a vraiment été dans un mode, pour le coup. Alors, j'étais pas entrepreneur, mais un mode très entrepreneurial avec un groupe qui nous faisait confiance et des sujets qu'on avait entre les mains. En fait, c'était vraiment super. Après, vous êtes parti du coup en famille à Boston. Là, j'ai suivi Benoît. Donc, en fait, on lui a offert une opportunité donc Benoît, mon mari est associé, lui vient pas du tout de l'univers de la gastronomie. Et effectivement, on lui a offert en 2008 la possibilité il bossait dans l'énergie, de partir aux États-Unis, acheter des réseaux de chaleur, constituer une équipe de commerciaux, etc. pour la filiale qui était à Boston. Et donc, on a pris nos 3 enfants sous le bras. Ils avaient quel âge à l'époque? Donc, ils avaient 8, 6 et 4. Voilà. Et donc, on a débarqué à Boston, où on a été très, très heureux. Vraiment, on y a passé 2 ans. C'était un truc qui vous titillait l'expat ou? C'était pas un but en soi. Donc, on va dire, on a des amis pour qui c'était vraiment essentiel de passer par cette case-là. Nous, on était ouverts, pas n'importe quelle expatriation. Quand effectivement on a proposé Boston à Benoît, pour moi c'était juste génial en fait. Et c'est vrai que ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'on a pu moi j'y suis arrivée en me disant on s'installe pour longtemps. Donc en fait on a tous les deux beaucoup invité des Américains. On a essayé de se dire c'est à nous de faire l'effort, c'est à nous de conquérir, c'est à nous de faire notre trou et c'est pas à eux. Et donc on a essayé de s'adapter par rapport à leur mode de fonctionnement qui parfois en tant que Français nous surprend. Quand effectivement vous invitez à dîner des Américains qui vont se servir dans le frigo, nous on est un peu déroutés. Et puis faut s'adapter quoi. Parce que surtout que les Américains ils s'invitent pas trop. C'est très français de s'inviter les uns chez les autres. Alors ils s'invitent à faire des barbecues dans le jardin l'été. Mais après on a eu de la chance parce qu'en fait nos enfants étaient dans une école franco-américaine et donc on a rencontré via l'école des couples d'Américains qui effectivement étaient très ouverts puisqu'ils mettaient leurs enfants dans cette école et qui sont devenus des amis. Il y a 2 couples en particulier. On a passé les vacances de l'été dernier avec l'un et les vacances de l'été d'avant avec l'autre. Donc, mais c'est vrai que eux sont très américains et donc on s'est adapté aussi à leur fonctionnement. Et pour toi, ça n'a pas été trop difficile du coup de suivre Benoît parce que tu avais quand même un job dans une boîte de dingue. Alors, on en avait parlé avant, donc on s'était dit, en fait, le premier de nous 2 qui est promu, en l'occurrence, ça a été lui, et en fait, 6 mois avant qu'il ait 4 mois avant qu'il ait la proposition, il m'avait dit, je vois mon DRH, en fait, faut que je dise ce que je veux faire, si je suis ouvert à l'expat ou pas. Et donc, je lui ai dit, oui. Et puis en fait, quand on dit oui comme ça, un peu en l'air pendant un dîner, on se rend pas compte qu'en fait, c'est un impact. En fait, ça va arriver quoi. Il y a un moment donné où. Et quand il est rentré un soir en me disant, en fait, on va à Boston. Là, je dis, non. En fait, moi, je veux pas.
Bon, et puis c'est vrai que ça m'a c'était une décision qui était pas simple à prendre. Maintenant l'aventure devant nous était formidable. Donc j'ai un peu pleuré parce que je quittais la maison du chocolat. Mon patron de l'époque m'a dit, vous avez pas une option de divorcer? Je dis non, ça fait pas partie des options. Et donc, voilà, je suis partie et non seulement je le regrette pas, mais c'était vraiment une des très bonnes décisions qu'on a prises dans notre vie. Donc, même si sur le coup, forcément, on quitte quelque chose dans lequel on est très bien. C'est souvent le truc quand tu déménages à deux, quand les deux, il y en a un qui est promu ou ça peut créer il y a pas eu de moment où quand vous étiez là-bas, vous vous êtes engueulés genre, mais on est parti à cause de toi. Non, en fait, quand on part, en fait, on se dit, on avait tous les deux des gros jobs. Et avec des salaires qui étaient relativement comparables. Moi, je étais partie avec des inquiétudes en me disant, est-ce que finalement là, je vais pas gagner d'argent au début? Est-ce que ça va changer notre mode de relation? De fait, pas du tout. Et finalement, le seul truc que j'avais pas anticipé, c'est qu'effectivement notre famille dépendait en fait du job de Benoît. Voilà, c'est ça probablement que j'avais pas. Et effectivement, à un moment donné, le patron de Benoît lui a demandé de rentrer à Paris, et en fait, moi, je voulais pas. Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est finalement le truc que j'ai pas bien vécu, c'est le fait que mon avenir professionnel aux États-Unis, l'avenir de ma famille aux États-Unis dépendait du patron de mon mari. Alors qu'effectivement, en France, on va dire, on arrivait à gérer nos vies professionnelles sans que ça ait forcément un impact sur nos familles. Voilà. Et du coup, là-bas, t'as créé ta première boîte? Oui, là-bas. Alors, finalement, je pense que l'entrepreneuriat, je l'avais bu dans le biberon. Ça me travaillait un petit peu. On partait quand même dans des conditions financières qui étaient favorables, puisqu'il était expat. Et donc, finalement, j'avais pas, entre guillemets, besoin de travailler pour en gardant un niveau de vie qui était comparable à celui qu'on avait en France. Et donc, je me suis dit, mais finalement, c'est l'occasion, plutôt que de chercher un job, sachant que les systèmes des visas étaient un peu complexes, que le temps que j'ai mon visa de travail, en gros, il se serait déjà passé 6 mois, et que donc, il me restait Et en fait, du coup, je me suis dit, allez, je me lance. J'avais différentes idées, et puis en fait assez vite je suis venue sur une idée qui était de créer des cours de cuisine à domicile pour les Américaines. Ça s'appelait donc Cooking Rendezvous. Et l'idée était de dire, je vais chez elles avec les ingrédients, les ustensiles. Elles sont 6. Bon, leurs cuisines sont immenses, hein, donc elles ont de quoi cuisiner pour 25. Et on va cuisiner 3 plats pendant 3 heures, un qu'on va manger sur place et 2 qu'elles vont ramener chez elles, calibrés pour 6 personnes, donc leur take-away du lendemain et du surlendemain. D'accord. Donc j'avais réfléchi tout de suite, comment est-ce que je pouvais étendre. J'avais donc formaté mes recettes, formaté le cours pour que globalement il puisse être donné par d'autres gens que moi. D'accord. Ouais, t'avais déjà anticipé le coup d'après. Parce que c'est ça qui était intéressant. Je voulais vraiment faire quelque chose qui soit un peu important. Donc évidemment au départ c'était moi qui faisais tout. Hein. Je faisais les courses, les cours, les recettes. Les enfants disaient, bon maman c'est bon, ta recette elle est bonne là. Ça fait 4 soirs d'affilée qu'on mange la même chose. On en a marre. Elle est bonne ta recette, c'est bon. Et puis en fait le business en fait a démarré relativement vite. Après ça je réfléchissais, c'était rigolo parce qu'en fait j'ai essayé vraiment de me mettre dans les baskets de mes clientes américaines et qu'en fait qui recherchaient clientes, je disais clientes parce que j'ai eu beaucoup de clientes. Qui recherchaient des gestes un peu waouh. Donc chacun de mes cours, je devais à la fois leur raconter des histoires et puis qu'il y ait un geste où elles se disent waouh. Alors dans les anecdotes, j'ai coupé des carottes comme Julia Child dans le film des oignons. C'est marrant parce que quand tu me racontais ça, je pensais exactement à ce film. Et effectivement, je me revois coupant des carottes, m'entraînant pour arriver à aller super vite pour couper des carottes, quoi. C'était drôle. Et il fallait qu'effectivement elles soient un peu impressionnées. Et en fait, l'avantage que j'avais aux États-Unis, c'est que j'étais française, j'étais pas chef, et c'était un double avantage parce que être chef, ça les impressionnait un peu trop. Donc en fait, c'était c'était plus accessible du coup. Donc moi j'étais plus accessible, mais quelque part le fait que je sois française était mon diplôme entre guillemets. Et donc finalement, je me souviens de ces 4 avocates arrivées en talons, en 12 cm de talons dans ma cuisine. En l'occurrence, elles étaient venues chez moi, se mettant pieds nus parce que quand même cuisiner pendant 3 heures en talons, c'était pas confortable. Elles étaient hyper sages, hyper attentives. C'était génial. Vraiment, je me suis amusée beaucoup. Et ça, c'est du coup, t'as réussi à le développer comme tu voulais? J'ai réussi à le développer. Alors, moi, j'ai fait, je faisais quoi, entre 2 et 4 cours par mois, les 6 mois avant qu'on s'en aille. Et puis, en fait, on est reparti. Donc après, une fois que t'es reparti, en fait, le bébé était encore trop, t'avais pas pu, du coup, non, il était encore trop petit et trop frêle pour que il était pas du tout sevré. Donc c'était pas trop dur.
Si, en fait, quelque part, le départ des États-Unis était dur parce qu'on était parti pour y être entre 3 et 5 ans. Les circonstances ont fait qu'on a dû rentrer. Non, c'était pas. C'était pas le meilleur moment. Non, c'était pas le meilleur moment. Bon, voilà, c'est la vie, mais c'était pas le meilleur moment. Et tu t'es pas dit, du coup, en rentrant en France, je pourrais faire la même chose avec des touristes américaines qui viennent. Alors ça m'a traversé l'esprit bien sûr, mais finalement mon concept je l'avais vraiment conçu pour les Américaines, dans des maisons américaines, avec des cuisines de 70 mètres carrés. Et finalement quand j'ai commencé à y réfléchir en France en me disant est-ce que je pourrais l'adapter, bon d'abord mon idée c'était de monter un business qui était pas juste un truc pour m'occuper. En rentrant il fallait que je bosse. C'était fini le. Donc pourquoi pas monter un business, mais il fallait que ça puisse me faire vivre. Et c'est vrai que quand on est rentré en 2011, en 2010, le marché du cours de cuisine en France était déjà très 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 développé. J'aurais été le énième avec une cible un peu restreinte. Je l'ai pas senti en fait. Je l'ai pas senti. Je me suis dit je passe à autre chose. Et puis voilà, c'était mon aventure américaine. Et tu t'es pas donc là après t'es redevenu salarié chez Fauchon. Ça a dû être étrange de passer d'entrepreneuse à resalariée. À ce stade-là, oui et non, parce qu'en fait, pour le coup, le propriétaire de Fauchon m'a donné les clés d'une partie de l'activité qui était la partie digitale et tout cadeau d'affaires. Et là, c'était un peu une start-up dans la boîte. Donc en fait, j'étais très très autonome. J'avais un contrat avec mon actionnaire qui était tu dois rendre la business unit rentable. Et donc j'ai été vraiment très autonome, donc j'ai pas souffert du fait et puis quelque part mon business à Boston il était encore vraiment tout petit. C'est pas comme la meringuée aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc évidemment j'avais goûté à la liberté, et maintenant c'est dans un contexte très différent. Non, j'ai pas souffert du fait de revenir salarié. Non. Et puis Fauchon était une jolie boîte avec comme toute entreprise ses avantages et ses inconvénients. Donc, Alors qu'est-ce qui a fait que t'as quitté Fauchon? Mon actionnaire m'a fait partir, pour être clair. Donc effectivement, voilà, l'actionnaire de Fauchon est un homme un peu particulier et il m'a promu le jeudi et demandé de partir le lundi. D'accord. Et ça s'est vraiment passé. Ah non, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Le jeudi soir, on faisait l'organigramme dans lequel en plus il me disait qu'il fallait que je reprenne des trucs que j'avais pas prévus. On était avec le DRH et le lundi il m'a demandé de partir. Truc de dingue. Faut encaisser. Oui, on se le prend dans la figure et puis ensuite on se remet en question et puis ensuite Benoît m'a dit mais te remets pas en question, c'est inexplicable en fait. Il y a pas là pour le coup n'essaie pas d'en tirer des enseignements en te disant qu'est-ce que tu as pu faire différemment, c'est inexplicable. Voilà, bon. Donc quand ça t'arrive, du coup, tu te dis qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Donc bon, tu te prends le choc dans la figure. Voilà, on est dans la machine à laver pendant 15 jours et puis ensuite en fait en parallèle de ça, moi depuis que j'étais rentrée de Boston, donc à Boston, tu l'as compris, je cuisinais tout le temps puisque voilà, donc et puis comme j'avais beaucoup de temps, j'ai commencé à faire des trucs, ça a été ma période un peu sophistiquée. Donc voilà, j'avais des bouquins un peu sophistiqués, je faisais des trucs un peu sophistiqués. Et en rentrant, j'ai commencé à simplifier un peu, à resimplifier ma cuisine et à revenir à ce que fondamentalement j'étais. Et je suis tombée sur une recette de pavlova, ça devait être en 2012, un truc comme ça. Donc des copains qui viennent dîner à la maison, je suis tombée sur une recette de pavlova, je la fais et ils lèchent le plat. D'accord. Donc là, je me dis, pas mal. Bon, alors, sachant que mon histoire avec la meringue remontait aussi à mon enfance. Pourquoi parce que, alors, j'ai passé toutes mes vacances petites en Dordogne, dans une maison à côté d'Hautefort, qui est donc dans le Périgord blanc. Là-dessus, effectivement, mon grand-oncle, qui avait une maison pas très loin non plus, allait faire ses courses chez un pâtissier à Exideuil, qui s'appelle Monsieur Faugerolas. Et quand il venait prendre le goûter dans notre maison à nous, il amenait toujours des meringues. Et le vacherin de Monsieur Faugerolas, qui est un vacherin au noix absolument sublime. Et donc, à ce moment-là, quand il amenait les meringues, moi, j'en faisais moi-même. Donc, j'avais 15 ans et on comparait les meringues de Monsieur Faugerolas et les miennes. Évidemment, les miennes étaient moins bonnes. Et donc, la meringue, c'était déjà quelque chose avec lequel j'avais grandi. Et puis, donc, quand j'ai commencé à faire cette pavlova, premier dîner, j'avais respecté la recette à la lettre, parce qu'alors, la pâtisserie, je l'entendais dans un de tes podcasts, c'est de la chimie. Donc, effectivement, dans les bons conseils, Gilles Marchal, il m'a donné plein de bons conseils dans notre relation professionnelle puis devenue amicale. Entre autres, il m'a dit, achète-toi une balance précise et puis je t'offre une microplane. À partir de là, j'ai commencé à reproduire mes recettes parce que je comprenais pas pourquoi ma tarte tatin, de temps en temps, elle était juste sublime et puis de temps en temps, elle était juste bonne, sans plus. Et j'ai compris. Et donc... quand effectivement
j'ai ma pavlova, je me suis dit bon ok, je vais essayer de l'améliorer. Donc je vais mettre un petit peu moins de sucre. Donc au fur et à mesure des dîners, j'en mettais un peu moins de sucre, en essayant. Ouais, sachant que c'est toute une question de, c'est ce que disait Camille. Exactement. Donc je vais essayer un tout petit peu. Voilà. Toute une question d'équilibre, quoi. Ouais. Exactement. Et puis après, à la Maison du Chocolat, j'avais appris ce que c'était qu'une ganache et comment on faisait une ganache au citron vert, une ganache au thé, une ganache au poivre, les infusions, etc. Et je me suis dit mais tiens, d'abord dans la recette, la crème chantilly était sucrée, je vais déjà pas y mettre de sucre. Ouais. Et puis dans la recette, effectivement, la crème chantilly est nature, enfin la chantilly était de nature. Moi, je vais faire une crème fouettée infusée. Et donc là, je me suis dit ok, mon ingrédient fétiche, le citron vert. Parce que j'ai ramené ça aurait pu être du citron vert d'ailleurs, mon ingrédient, mon objet fétiche. Et donc j'ai mis à infuser des zestes de citron vert dans ma crème. Et puis je me suis dit ok, j'y mets des framboises et des fruits de la passion. Et finalement là c'est l'une des premières recettes de la meringuée. Et puis j'ai commencé à varier les recettes. Et ça, on va dire les années passant, on s'est retrouvés. Donc je suis partie de chez Fauchon en 2014. En fait en 2013, j'avais fait 10-15 dîners avec des pavlova. Où plus elle était grande, et plus elle partait. Que autour de la table, j'avais toujours quelqu'un me disant je suis pas fan de sucre, tu m'en donnes un tout petit morceau. C'était toujours, mais à tous les coups, la personne qui se resservait 5 fois. Le plat était toujours vide. Et donc, au bout de 10 dîners, Benoît m'a dit, mais c'est trop bon, faut en faire un business. Et puis. Donc, c'est Benoît, du coup, qui t'a. Ouais, c'est Benoît qui a dit, c'est trop bon, vraiment ton truc, faut en faire un business. Et puis en fait, donc moi je suis partie de chez Fauchon en octobre 2014, mais Benoît dans son aventure à lui professionnelle, sa boîte a rencontré, on va dire une étape de développement dans laquelle il se sentait plus à l'aise, et donc comme il avait du temps, il a commencé à bosser sur un business plan. Donc il a commencé à mettre des chiffres sur un tableau Excel. Moi à ce moment-là chez Fauchon, j'étais à fond. J'étais en train de réfléchir avec tout un groupe de travail sur qu'est-ce qu'on faisait des boutiques de la Madeleine. Donc je l'ai aidé, je lui ai donné, mais j'étais pas du tout dans le sujet. Et puis il a monté un business plan. Il m'a appelé, je pense que c'est l'été 2014 ou l'été d'avant, je sais plus. Il m'appelle un jour, il me dit j'ai trouvé, ça va s'appeler la meringuée. Je l'ai déposé. D'accord. Ok. C'est le truc qui est sorti du bide. C'est comme le nom de ton podcast. Ouais. Voilà. La première version, il y avait un U. D'accord. MERINGUAIE. Et là, je lui ai dit c'est super, mais il y a pas de U. Ouais. Bon là, on a eu 6 mois de discussion. Du coup, il a fallu redéposer du coup la marque. Absolument. Assez vite, il a déposé la deuxième version. Comme ça, on a déposé tranquille. Ça d'ailleurs, c'est un bon conseil à donner aux gens qui. Oui. Là, j'avais un apéro de podcasteurs mercredi dernier et quelqu'un qui me dit mais t'as déposé le nom de ton podcast. Je dis oui, non mais c'est avant même de lancer, j'ai déposé. Et d'ailleurs, c'est mon comptable qui m'avait conseillé ça. Il m'a dit écoute, j'ai pas encore monté ma structure juridique, mais il m'a dit ta marque, elle t'appartient à toi, elle appartient pas à ton entreprise parce que le jour où tu vends ton entreprise, tu peux leur faire payer des royalties ou leur vendre la marque en séparé. Alors, effectivement, premier réflexe, si on veut monter quelque chose et qu'on a une idée d'une marque, il faut déposer le nom de domaine. Ouais. Ça, c'est fastoche. Ouais. Ça coûte 20 €, ça coûte rien. 15 balles, déposer le nom de domaine en .fr et .com. Et 2, effectivement, déposer à l'INPI la marque tout de suite. Ouais, c'est un petit coût de 400-600 €, mais t'as envie de dire si t'as de l'ambition pour ton truc. Ça dépend du nombre de classes dans lesquelles tu déposes, puisqu'en fait, tu peux déposer la marque chocolat dans la classe téléphone. Oui. Voilà. Ouais. Donc, effectivement, faut déposer dans les classes qui te concernent. Mais oui, c'est un très bon conseil. Ouais. Alors après, sur le fait que tu mettes la marque dans ta société ou pas. Ouais. Ça se débat. Ouais. Parce qu'effectivement, je comprends pourquoi ton comptable te l'a dit. Nous, aujourd'hui, quand on va lever des fonds avec la meringuée, la meringuée doit être dans la société. Oui, forcément. Voilà. Oui, parce qu'en plus, t'as une vraie culture de la marque et du coup, oui. Voilà. Ouais. Mais effectivement, la question se pose pour les gens dont la marque est leur nom. Ouais, oui, alors là, ça se complique. Il y avait eu le grand débat d'Inès de la Fressange à l'époque. Absolument. Ouais. Absolument. Où effectivement, du coup, t'es plus propriétaire de ton nom. Ouais. C'est ça. C'est un peu. Ouais, c'est compliqué. C'est pas cool. Ouais. Donc du coup, ça va s'appeler la meringuée. Donc voilà. Donc ça va s'appeler la meringuée. Il y a un business plan qui est fait. Ça s'appellera la meringuée. Mais toi, t'es toujours chez Fauchon à fond. Et puis en fait, il continue à avancer sur le business plan. Ouais. Lui, il bossait du coup encore à cette époque-là. Lui, il bossait, mais il avait plus beaucoup de boulot. Donc en fait, en gros, il avait. Et là, là, je pars de chez Fauchon. Donc on se regarde tous les deux. On dit bon on va y aller quoi. Ouais. Et en fait, ce qui s'était passé aussi avant l'été, moi j'étais toujours avec mes pavlova, avec mes différents essais, et on était allé dîner chez des copains. Donc en fait, il y a eu 3 éléments déclencheurs. On est allé dîner chez des copains donc en juin et qui nous ont dit écoutez, arrêtez de nous faire goûter, faites-le et on investit. Ouais.
Donc, ils font partie de nos actionnaires. On a ensuite été trouver nos associés potentiels. Donc, cet été-là, avant que je parte de chez Fauchon, ma petite cousine qui sortait de Ferrandi nous a dit oui aussi. Ouais. Donc, École Ferrandi, une grande école de cuisine. Ouais. Et donc, elle est devenue notre pâtissière et c'est avec elle qu'on a lancé. Ok. Et puis ensuite, Gilles Marchal nous a aussi dit oui pour être notre grand frère, notre parrain dans l'histoire. Ouais. Et il a vraiment... Donc, il venait de la Maison du Chocolat. Donc Gilles, effectivement, c'est l'ancien chef pâtissier du Bristol, du Plaza Athénée. Donc c'est un chef pâtissier absolument incroyable, qui a été directeur de la création de la Maison du Chocolat et qui a ouvert sa pâtisserie à Montmartre depuis 5 ans. D'accord. Voilà. Et donc Gilles, il a exactement cette philosophie-là c'est un grand pâtissier, mais qui fait des desserts incroyables. Il est lorrain, il a les pieds dans sa Lorraine natale. Son chou à la crème est juste à tomber par terre. Ouais. C'est juste un chou à la crème. Mais alors... Oui, de toute façon, parfois, en même temps, tu dis une pavlova, c'est de la meringue, c'est une crème et c'est des fruits, mais en fait, c'est un régal. D'ailleurs, ce que je te disais en arrivant, c'est que moi, j'ai vu la boutique ouvrir et j'ai plein de copains quand ils viennent dîner à la maison, c'est genre, le dessert, c'est la meringue. Alors maintenant, j'en fais de plus en plus, mais pas je l'ai fait une fois une pavlova, mais bon, j'ai dit j'arrête d'essayer de rivaliser parce que là, c'est pas possible. Mais c'est vrai que mon frère qui vit à New York, dès qu'il vient en France, il me dit avec sa femme, dans le séjour, on veut une meringue et c'est pas négociable, quoi. Il y a la côte de bœuf, il y a le bon pain et la meringue. Et un peu de fromage avant la meringue, peut-être. Ouais, carrément. Mais ça fait partie. Enfin, nous, ça fait partie le premier truc qu'on a fait en revenant du confinement, c'est aller manger une petite meringue. Super, merci. Mais oui, c'est des produits tout simples de base. C'est en fait, mais effectivement assez technique. Donc c'est vrai que c'est comme le super bon poisson cuit à la perfection. Ça paraît tout simple, mais ça l'est pas tant que ça. Et effectivement, dès qu'un poisson est trop cuit, c'est pas bon. Quand il est pas assez cuit, c'est pas bon non plus. Enfin. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on voyait ensemble le pochage de la meringue. Je l'ai fait une petite vidéo, donc je le mettrai sur le blog. C'est un truc de malade. Tu as l'impression que c'est tellement simple, et quand tu essayes toi chez toi avec ton truc, t'es là, mais non, mais c'est la misère. Et donc, du coup, déclencheur, tes copains te disent... Voilà, mes copains me disent on va investir. Puis ensuite, deuxième déclencheur, donc nos associés nous disent oui, sachant qu'effectivement, Charlotte, ma petite cousine, Gilles, et puis le troisième, c'est effectivement Olivier Desdois, qui est un designer de talent, avec qui j'avais refait les boutiques de la Maison du Chocolat. Et donc, je suis allée le voir en lui disant, écoute, est-ce que tu nous créerais l'identité, la boutique, les emballages, et puis contre départ dans la boîte. Et il m'a dit oui. Donc en fait, c'est lui qui a tout créé. Et puis ensuite, on a trouvé l'emplacement. Ouais. Et là, effectivement, on habite à côté de la rue de Lévis. Et en fait, on avait repéré cet emplacement qui était inoccupé parce qu'en fait, il y avait eu des problèmes dans l'immeuble depuis longtemps. Et donc, quand il y a 2 emplacements en fait, un tout petit puis le nôtre, qui dépendent de cet immeuble, et le petit, ça doit être Noël 2014 justement, a été disponible. Donc, a été occupé. Et donc Benoît a été voir le type, a trouvé le nom du propriétaire, l'a appelé en disant est-ce que l'autre emplacement est disponible. Et le propriétaire a dit je suis en train de le remettre sur le marché. Et il nous a fait confiance. Donc en fait, parce que ça c'est c'est ce que tu dis souvent dans les interviews en mode ils nous ont fait confiance. En fait, on n'imagine pas qu'en fait quand on est une entreprise et quand on veut ouvrir une boutique ou même prendre des bureaux, en fait c'est un pari parce qu'il y a des propriétaires qui disent montrez-moi votre BP, montrez-moi votre projet avant de vous dire oui. C'est pas juste. C'est exactement ça, et c'est vrai qu'en fait finalement quand t'es propriétaire de murs d'un commerce, ce que tu veux c'est qu'on te paye ton loyer. Si tu choisis une entreprise qui n'a aucune histoire, parce que nous en gros la meringue c'était un nom sur un papier déposé à l'INPI, un business plan et des tests de recettes, mais il y avait après ça, il y avait notre passé à nous et notre crédibilité personnelle, mais il y avait rien d'autre. Et en fait, le propriétaire du bail, il nous a pas fait un cadeau parce qu'effectivement le loyer est conséquent, mais il nous a fait un cadeau parce qu'en fait il nous a choisi parmi d'autres dossiers où il avait des dossiers avec des entreprises qui avaient une vraie histoire et un passé quoi. Et un passé et un passé de réussite, alors qu'en fait nous pour le moment on n'avait rien à montrer. Tu lui as fait goûter la pavlova? Tous les soirs, livraison. Je me souviens de ce rendez-vous où il nous a dit oui, effectivement, où on s'est retrouvés dans l'ascenseur avec Benoît, on s'est regardé en disant mais en fait là ça devient réel là.
Là, il va falloir y aller. On y va. Ouais. Voilà, on saute dans la piscine. Ouais. Et effectivement, lui, il nous a vraiment fait confiance en fait. Ouais. Et on le remercie encore. Enfin, franchement, c'est quelqu'un avec qui d'ailleurs on a une relation vraiment très sympa. Ouais. Et donc là, donc vous lancez, c'est parti. Combien de temps ça prend du coup l'ouverture de la boutique? En fait, entre le moment où on était donc en mars 2015, le propriétaire nous a dit oui. Ouais. Nous, on avait commencé à faire les tests en fait en laboratoire avec un autre copain qui nous avait prêté son petit labo, qui nous a vachement aidé aussi, qui est vraiment Fabien, ça a été vraiment une aide extrêmement précieuse pour mettre au point la meringue telle que tu l'as goûté à la meringue. Donc là, en janvier, on passait une journée par semaine à faire nos tests. En mars, on a eu la confirmation de l'emplacement. On a démarré les travaux relativement rapidement. Effectivement, nos amis nous ont, avec la Love Money qu'on a récoltée, on a réussi à financer effectivement les Parce travaux. que c'est quand même un gros investissement. Ah oui, alors c'est ça l'inconvénient effectivement de nos business, c'est qu'en fait un fonds de commerce quand on fait du commerce, il faut des bons emplacements. Ouais. Et finalement, c'est un poncif, mais c'est vrai. Les 3 éléments de réussite d'un commerce, c'est l'emplacement, 3 l'emplacement. Et donc cet emplacement-là est effectivement un très bon emplacement, mais à une valeur. Et derrière, effectivement, quand on achète un fonds de commerce d'un côté ou un droit au bail et qu'on fait des travaux, c'est forcément des billets de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. Dans les métiers de la pâtisserie, parce qu'en plus on a de l'équipement technique qui vaut un peu d'argent. Donc effectivement, on a eu et l'apport de nos amis qui ont investi, notre apport personnel à nous, parce qu'on y a mis une partie de nos économies, et puis une banque qui nous a prêté pour financer le premier. D'accord. Voilà. C'était combien l'investissement de la première? Alors le premier, en gros, c'était de l'ordre de 400 000 euros. D'accord, ouais. Voilà. Sachant qu'on n'avait pas de droit au bail dans ce magasin-là. Okay. Voilà. Qu'effectivement, de manière générale, on est plutôt, un droit au bail, ça va être sur 60 mètres carrés, selon les rues, selon les endroits, entre 200 et 400 000 euros à Paris. Ouais. Donc c'est tout de suite pas mal d'argent. Et puis après ça, il y a des travaux à financer. Ouais. Et comment votre entourage, donc il y a tes copains qui t'ont dit, on investit, et vous avez quoi comme, Alors on a eu 2 types de réactions. Ceux qui ont été entrepreneurs à travers nous. Donc en fait qui nous regardaient en disant c'est génial et qui du coup investissaient en étant entrepreneurs vraiment à travers nous. Et puis on a un couple de très bons copains qui effectivement un soir ça devait être en février, mars, avril, je sais plus, nous ont dit on était une dizaine à dîner, à 1h du matin tout le monde s'en va et eux se rassoient. On se dit où? Genre on a un truc à vous dire et ils nous ont dit en fait le faites pas, vous êtes dingue. Vous avez 3 enfants, ados, vous allez mettre tous vos œufs dans le même panier, vous êtes fous. Donc c'était une preuve d'amitié forte. On les a remerciés, mais on le fait quand même. C'était à quel moment du projet? Ça devait être en mars-avril, au printemps 2015. D'accord. Donc au moment où on était en train de tout signer en fait. Ouais. Donc je pense que on aurait pu encore revenir en arrière, mais de toute manière globalement nous on avait décidé. Donc. Ouais. Ils disent quoi aujourd'hui maintenant? Ils disent que c'est super. Ils ont investi d'ailleurs. Mais effectivement, c'est vrai que je pense qu'on a chacun d'entre nous une appréhension du risque global qui est différente, voilà. Ouais, donc, c'est sûr. Et vos parents, comment ils ont réagi? Alors, mon père est mort pas très longtemps avant. Il est mort en 2014, donc en fait, il en avait entendu parler. Ouais. Ça l'excitait à fond. Ouais. Donc, un de mes regrets, c'est qu'il soit plus là pour voir ça, parce que ça l'exciterait vraiment à fond. Il aurait adoré. Ma mère trouvait ça génial, avait confiance en nous, mais était un peu inquiète. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Et vous aviez quel âge quand vous avez lancé ça? Donc c'était il y a 5 ans. Donc on a ouvert en octobre 2015. Donc moi j'avais 46 ans et Benoît 49. Ouais. Donc des jeunes entrepreneurs vieux, un peu vieux. C'est vieux pour les levées de fonds. On vous regardait, j'imagine, en mode vous êtes parce que la levée de fonds, du coup, vous avez fait du Love Money d'abord et puis après vous avez investi. Après, on a des business angels en fait à partir de l'étape 2 quand on a voulu ouvrir plus de magasins. Ouais. Mais effectivement, pour l'anecdote, on est lauréat du réseau Entreprendre, qui est un réseau absolument canon. Ouais, mon mari est membre aussi. Voilà, c'est vraiment, nous on adore et effectivement c'est à la fois en termes de réseau, de support, de bienveillance. Enfin, c'est vraiment très très bien. Et en fait, lors du premier club, puisque en fait le principe c'est qu'on a des clubs avec un certain nombre de lauréats qui se réunissent une fois par mois, où on échange sans ego, sans toutes les problématiques en fait auxquelles on se confronte, dans des métiers qui n'avaient rien à voir. Bon, on était des vieux schnocks.
les schnock de la bande, quoi. Tous, ils avaient, soit ils sortaient de l'école en montant leur business, soit ils avaient une trentaine d'années. Et nous, on avait bien, on faisait vraiment monter la moyenne d'âge, quoi. Drôle. Et vos enfants, comment ils ont réagi quand vous avez monté la boîte? Parce que j'imagine que les vacances, ça devait être un peu moins comme avant. Alors, nos enfants, notre fils aîné, Paul, il avait quasiment 16 ans. Enfin, il avait 16 ans quand on a ouvert. Donc lui, il voulait être impliqué. Il voulait ouvrir avec nous, il voulait être en magasin. Au départ, nous, on a un peu freiné. Et puis, assez vite, en fait, il a été très malin parce qu'en fait, il s'est fait tout petit. Il s'est mis humblement au service de tout le monde. Et en fait, il a trouvé sa place à la Meringuet très vite. Et donc, il a travaillé régulièrement. Dès qu'on avait, surtout les premiers temps, des besoins d'un coup de main, il était là. Notre deuxième fils... ça fait partie de sa vie, mais il s'est pas du tout impliqué. Ouais. Donc, il est là parce qu'on convoque tout le monde le 24 décembre. Donc, le 24 décembre, il vient dresser des meringuets. Le 31 aussi, mais voilà. Et puis, le dernier, effectivement, avait 10 ans. Il a été frustré parce qu'en fait, il était trop petit pour venir. Maintenant qu'il en a 16, en fait, maintenant, il a le droit de prendre un tablier... et une chemise, ça l'intéresse, mais c'est celui qui a finalement aussi, parce que dans notre changement de vie, on s'est mis à travailler ensemble avec Benoît. Oui, c'est un vrai sujet quand même. Vous aviez jamais travaillé ensemble? Non. Est-ce que vous étiez rencontrés comment? On s'était rencontrés par des amis communs. D'accord. Lui était coopérant en Afrique du Sud et des amis communs étaient partis faire un stage en Afrique du Sud et me l'avaient présenté. Voilà. D'accord. Donc vous aviez même pas fait la même école de commerce? Non, pas du tout. Pas du tout. Lui, il est ingénieur à la base. Effectivement, non, vraiment, on n'avait pas du tout les mêmes cursus en termes d'études. Et effectivement, on a pris cette décision. À la fois en connaissance de cause et à la fois pas du tout en connaissance de cause. Est-ce que travailler avec, c'est 24 heures sur 24, il y a plus de distinction entre la vie perso et la vie pro, quoi. Non, ça fait partie des inconvénients. Alors Gabriel, donc notre dernier fils, c'est lui qui a fait la limite. C'est lui qui pendant depuis toujours, en fait, depuis qu'on a ouvert la Meringuet, dit bon alors papa, maman, la Meringuet a ras-le-bol, on va parler d'autre chose. Ouais. Donc franchement, là on est en train de dîner en famille, donc vous parlez d'autre chose. Ouais. Ou alors si ça a changé depuis un an, en fait depuis un an il nous dit attendez, moi je veux bien que vous en parliez, mais vous m'expliquez de quoi vous parlez. Donc que ce soit quelle que soit la problématique, expliquez-moi pour que je comprenne. Que je sois pas juste spectateur à pas comprendre ce dont vous parlez, quoi. Ouais, c'est les enfants, c'est des bons c'est des bons miroirs, en dehors du fait qu'on les aime très fort et tout, c'est vrai que nous souvent mon mari racontait qu'il avait un comex et donc là mon fils dit qu'à 9 ans, c'est quoi un comex? Raconte. C'est ça, c'est en gros tu me dis que t'as un comex ce matin, mais c'est quoi? Et à partir de quand vous vous êtes dit on va passer la seconde, donc vous aviez la première boutique qui a très vite cartonné. Dès le début, en fait, avant même d'ouvrir la première, on n'avait pas fait ça pour en ouvrir qu'une. Ouais. Donc effectivement. T'as tous les projets à chaque fois, tu dis t'as envie de... on avait envie dès le démarrage en fait d'en ouvrir un certain nombre. Ouais. Alors après ça, on va dire il y a des choix stratégiques qui ont évidemment bougé avec le temps. Il fallait que la première boutique fonctionne pour qu'on puisse en ouvrir une deuxième. Mais on avait dès le début en fait l'idée d'en ouvrir en tout cas une deuxième, une troisième. Donc en fait comme effectivement ça a tout de suite bien marché, assez vite au bout de 6 mois on s'est dit bon en fait on va commencer à travailler sur le fait qu'on monte un business plan. Ouais. Bon alors après ça le temps de se mettre en route, d'avoir quand même un peu d'historique, etc. Finalement la deuxième boutique on l'a ouvert presque pas tout à fait 2 ans après la première. D'accord. C'est laquelle du coup? Donc la deuxième c'est la rue du Cherche-Midi. Ouais. Et puis la troisième c'est la rue des Martyrs qu'on a ouverte en octobre 2018. D'accord. Et donc là les trois boutiques fonctionnent. Bon, on disait pendant le confinement vous êtes resté ouvert, en tout cas sur la rue de l'Évise, vous avez jamais fermé. Ouais. On a tous vécu ce confinement qui nous est tombé dessus en l'ayant partiellement vu venir en fait. Moi c'est vrai que je me souviens quand l'Italie a commencé à confiner Bergame, moi je l'ai regardé en disant, ou même quand la Chine a confiné, on se disait oh quelle horreur. Et c'est vrai que quand la Chine a confiné, on s'est à Wuhan, tu te disais mais en fait ça peut pas nous arriver à nous en fait. Ah on était tellement loin, c'est clair. C'est fou en fait. C'est pas possible que ça nous arrive à nous. Et puis l'Italie, on se dit c'est pas très loin en fait. Et donc effectivement quand on a confiné, au-delà du fait que ça nous tombe dessus, que comme tout le monde on est passé dans la machine à laver, qu'il faut effectivement en quelques heures décider ce qu'on fait, en fait on a décidé de rester ouvert effectivement dans un premier temps juste rue de Lévis.
avec effectivement, comme l'atelier est derrière, c'était facile entre guillemets d'ajuster en fait par rapport à ce qui se passait dans la réalité. On a fait la première semaine entre 25 et 30% de notre chiffre d'affaires. Bon, maintenant on a eu des gens qui nous ont remercié toute la journée. Et assez vite on s'est dit bon bah en fait voilà, on a le chômage partiel pour effectivement payer les salariés qui ne sont pas là. Et ce qu'on rentre là permet de payer une partie du salaire de ceux qui sont là et un petit peu du loyer. À partir de quand du coup vous avez pu vous payer dans le projet de la Meringuée? Moi pas encore, et Benoît effectivement ça fait 1 an. Parce que du coup toi t'as lancé une boîte en parallèle. Alors effectivement dans les prudences, bon on est un peu tête brûlée, mais enfin quand même pas complètement. Et effectivement quand on a monté la Meringuée, on s'est dit qu'il fallait qu'il y en ait un de nous deux qui ait un boulot, et donc l'un de nous deux cherche un job un peu plus traditionnel. Bon alors comme effectivement on se refait pas, c'est pas un job traditionnel que j'ai trouvé. Et en fait j'ai monté avec une fondation indienne qui est à l'origine d'un projet dans la vallée d'Araku, qui est au sud-est de l'Inde, un projet absolument incroyable de café cultivé en biodynamie, partie d'un projet social en fait. C'est quoi la biodynamie? Alors la biodynamie, c'est mieux que bio. Alors si je fais un parallèle, c'est comme ça que je l'explique, et mes interlocuteurs spécialistes m'ont dit ça va, tu peux le dire comme ça. En gros, 3 méthodes d'agriculture. L'agriculture extensive aujourd'hui. Le sol est perçu par la plante comme n'apportant rien. Donc en fait, on va mettre dans le sol ce dont la plante a besoin. Et finalement, le sol est presque, je vais pas dire mort, mais enfin, le bio, on est bien mieux, puisqu'en fait, on fait en sorte que la culture de la plante n'abîme pas le sol. La biodynamie, ça va un cran plus loin. On fait en sorte que la culture de la plante enrichisse le sol et réciproquement. Et donc, on va apporter à la plante, au bon moment, en écoutant les rythmes des saisons, les rythmes de la lune, etc., ce dont le sol et la plante vont avoir besoin pour qu'en fait, alors on nous voit pas, mais j'ai les deux mains qui se réunissent pour dire qu'en fait, voilà, on se prend la main et on fait ça ensemble. Et donc ça permet de prendre en compte l'écosystème. Les insectes et les animaux sont nos amis, et finalement les plantes luttent elles-mêmes contre leurs maladies. Enfin voilà, on crée quelque chose qui d'un point de vue environnemental et rentabilité est bien mieux. Et donc voilà, ils ont mis en place ça il y a 10 ans. Moi, j'étais pour rien, et j'ai rencontré le patron de la fondation à l'origine de ce projet, qui voulait effectivement, parce que le café avait été goûté, était devenu très bon, a dit mais en fait on va en faire une marque. Et on va démarrer par la France. Et donc il me faut quelqu'un qui sache ce que c'est que le retail, la gastronomie, le e-commerce. Il voulait une femme qui soit bilingue, qui ait vécu dans un pays anglo-saxon. Enfin quand il m'a dit tout ça, j'ai dit c'est une plaisanterie. Il dit non, c'est pour ça que quand j'ai vu ton CV, ça m'intéressait. Voilà, et donc j'ai une petite équipe, j'ai ouvert une boutique rue de Bretagne. Donc là, du coup, t'es salarié? Là, du coup, je suis salarié. D'accord. Donc du coup, ça permet de faire entrer. Ça apporte une certaine sécurité. Et comment il l'a vécu du coup, le fait que t'es en parallèle à Meringuée, parce que du coup, c'est. Il y a pas le choix. Ils le savaient depuis le début, et ils m'ont aussi recruté pour ça, parce que finalement, j'ai ouvert la boutique. À Araku, j'avais du grain vert, pas torréfié, en Inde. Et il fallait mettre en place une chaîne de production, trouver une équipe, ouvrir un magasin, enfin tout faire en fait. Et ça a été fait en 14 mois. Donc en 14 mois, on a été capable d'avoir une boutique finie, un site internet fini, une équipe, des partenaires, des boîtes, du café, enfin voilà. Et ça, s'il y avait pas eu la Meringuée, ça aurait pas été possible. On en aurait eu pour 3 ans. Et du coup, comment tu partages ton temps entre les deux activités? On va dire la semaine c'est Araku et le week-end c'est la Meringuée. Et puis comme effectivement mon 100% à moi est un peu plus important que celui des autres, après ça je gère avec indépendance pour faire au mieux quoi. Pour toi, la Meringuée, du coup, comment vous êtes dispatché les rôles Alors à la Meringuée, alors d'abord, en fait, on a tous les deux des compétences qui se recoupent et puis des compétences qui sont complémentaires. Donc sur Benoît, effectivement, c'est un pro d'abord de tout ce qui est énergie, climatisation, ce qui est extrêmement utile quand on a une salle à hygrométrie contrôlée pour garder nos meringues. Ensuite, effectivement, lui, il a pris en charge toute la partie financière, opération. La partie RH aussi, c'est lui. La gestion des travaux, c'est lui aussi. Et moi, je suis plutôt sur la dimension qui était ma colonne vertébrale, donc tout ce qui est marketing, développement produit. Tout ce qui est digital, e-commerce, tout ce qui est système d'information, communication. Voilà, parce que du coup, e-commerce, j'étais surprise de voir que vous avez une bonne partie quand même de votre chiffre d'affaires en e-commerce. En fait, chez Fauchon, je suis devenue une pro du e-commerce, et finalement, je trouve souvent qu'on oublie dans ces boîtes-là le bon sens du fait qu'on a tous un smartphone au bout des doigts.
qu'en fait le premier réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller voir un site internet avant même d'aller dans un magasin, et que en fait il faut que les marques se mettent dans nos baskets en étant là où on veut, quand on veut, comme on veut. Donc je me suis posé ces questions-là en fait en ouvrant la Meringuet, et donc dès le premier jour, on avait un site internet marchand, parce qu'en fait le service qu'on apportait la première année avec le click and collect, qui était de dire, en fait, je veux, alors, sachant qu'en plus, nos pavlova, on en parlera après probablement, mais on les fait sur mesure aussi. Donc, si tu veux mettre telle crème, tel fruit, on l'a fait pour toi. Et donc, sur le site, tu peux le faire. Donc, on a reproduit. Chose que tu peux pas faire en boutique. Si, absolument. Okay. Alors effectivement, tout au début, on l'avait mis en scène beaucoup plus le côté sur mesure, et puis assez vite, on s'est aperçu qu'en fait, nos clients finalement prenaient dans nos recettes existantes. Mais effectivement, sur le site internet, on a régulièrement des gens qui prennent qui font des meringues sur mesure en mettant une crème nature avec je sais pas quoi, ou une crème qui remplace le fruit de la passion par de la pêche en ce moment. Enfin voilà. Et donc le digital, c'est vraiment un sujet sur lequel j'étais très au fait, et le site internet marchand, d'abord en click and collect, puis 1 an plus tard en livraison. Là, du coup, maintenant, on fait de la livraison. Okay. Ça fait 3 ans qu'on fait des livraisons, qui ont évidemment été un vrai levier pendant le confinement. En fait, ça a explosé pendant le confinement. Entre 20 et 30% de nos ventes étaient en livraison, en fait. Et quand on s'est lancé il y a 4 ans et demi, il y avait pas beaucoup de pâtissiers qui avaient des vrais sites internet marchands. Alors maintenant, ça commence. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on a été assez précurseurs sur le sujet. Donc, et c'est un vrai outil. En gros, pour donner un chiffre, les commandes du 24 décembre, on en a quasiment 40% qui passent par le site. D'accord. Donc les gens, en fait, concrètement, ils vont venir début décembre ou de la première quinzaine, goûter nos recettes, et puis discuter en famille, et à 11h du soir, dire ok, voilà, ça va être je trouve que c'est un truc très parisien de commander son gâteau de Noël hyper longtemps à l'avance, 3 semaines, 1 mois à l'avance. De toute façon, t'as pas le choix, sinon si tu veux un truc, si tu le réserves pas, t'en as pas. Est-ce que c'est parisien? Je sais pas. Effectivement, c'est ce que font. Oui, alors on a quand même, tu vois, le 24 décembre, un tiers de nos ventes qui ont été programmées à l'avance, qui sont en commande, mais les 2 tiers ou de gens qui viennent sur place. Donc après ça, eux, ils vont faire la queue. Effectivement, tu as raison, ils sont pas assurés. Et puis il y a certains formats qu'on ne fait que sur commande, et ils sont pas assurés d'avoir exactement le parfum qu'ils vont vouloir et le format qu'ils vont vouloir. Parce que c'est vrai que le 24 décembre, c'est quand même une journée. Juste incroyable. Et vous avez lancé un nouveau format là, que je vois la boîte là-bas, les 1, 2, 3 Pavlova. Ouais, alors dans les histoires qui sont intéressantes, on a été appelé par Monoprix l'année dernière, qui voulait nous voir. On savait pas très bien pourquoi. Et quand effectivement les équipes achats de Monoprix sont venues nous voir, on a assez vite abouti au fait qu'on signait leurs recettes festives. Donc enfin, on a signé leur bûche de Noël de l'année dernière, leur gâteau de Saint-Valentin. Pour tous les Monoprix de toute la France. Génial. Pâques et la fête des mères. Et là, on vient de finaliser la recette pour Noël de l'année prochaine. Trop bien. Et en fait, pendant ce rendez-vous, nous, on avait, en fait, dans ce qu'on a envie de faire, on veut vraiment rendre la pavlova accessible au plus grand nombre. C'est notre dessert préféré à Benoît et moi. On trouve que c'est hyper gourmand, et t'as effectivement cette dimension ludique qui est intéressante, qu'on met en scène dans nos magasins quand tu fais ta meringue sur mesure. Et en fait, en Australie, alors l'histoire de la pavlova, c'est qu'en Australie, c'est leur bûche de Noël. Et en Nouvelle-Zélande. D'accord. Parce que ça vient d'où la pavlova? Australie et Nouvelle-Zélande. C'est marrant parce qu'avec le nom, moi, à la base, je me disais c'est russe. Alors, un petit peu, puisqu'en fait, c'est un pâtissier australien ou néo-zélandais, on sait pas très bien. Donc, à des néo-zélandais, il faut dire que c'est néo-zélandais. À des australiens, il faut dire que c'est comme le Mont-Saint-Michel, si tu vois des Bretons et des Normands, quoi. Exactement. Sinon, c'est un incident diplomatique. Et en fait, c'est un pâtissier australien ou néo-zélandais qui a inventé cette recette en l'honneur d'une ballerine russe, Anna Pavlova, qui faisait une tournée triomphale dans les années 20 là-bas. D'accord. Et la meringue était aussi légère que le tutu de la danseuse. Et donc le principe d'associer meringue et crème, Marie-Antoinette le faisait avant, donc ça c'est pas nouveau. Mais l'idée qu'il a eue, c'était d'y mettre des fruits. D'accord. Et donc en Australie, c'est leur bûche de Noël. Ok. Donc dans les magasins en Australie, ils font pas beaucoup leur meringue. En fait, ils vont acheter la meringue toute faite. Et en fait, on a fait venir ces fameuses meringues qu'ils achètent pour voir un peu quelles étaient. Et la texture était intéressante parce que c'est une meringue hyper moelleuse, avec une texture un petit peu plus proche de la guimauve. On s'est dit comment on peut faire mieux que ça. Notre pâtissier, qui a beaucoup de talent, a mis au point une recette. Et quand en fait on a eu en face de nous Monoprix, on s'est dit en fait c'est le moment, on a ce produit qui est prêt dans nos cartons, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, allez on y va. Donc on l'a appelé 1, 2, 3 Pavlova. 1, tu prends ta meringue.
2, tu prends ta bombe de chantilly. 3, tu prends tes fruits. Et en 5 minutes, ta pavlova est prête chez toi. Du coup, vous fournissez la... Donc 1, 2, 3 pavlova, la boîte d'1, 2, 3 pavlova, c'est une meringue. Et donc effectivement, à toi soit d'acheter ta bombe de chantilly, soit de faire de la crème fouettée, et puis de mettre dessus tes fruits. Mais effectivement, la chose la plus longue dans une pavlova, c'est la plus longue et difficile. C'est la meringue, c'est la cuire correctement, et puis c'est long. Pochage, et puis après le pochage, quoi. Exactement. Et c'est long. Alors qu'effectivement là, on te donne un produit qui est prêt à être garni, qui est de très bonne qualité, et effectivement dans tous les Monoprix de France. Pas dans tous les Monoprix. J'espère bien que ça va y être un maximum, parce que pour le moment, le confinement nous a un peu ralenti dans la mise en œuvre, mais effectivement, c'est le but, c'est que ce soit dans tous les Monoprix de France. Trop bien. Parce que du coup, la recette est un petit peu différente de celle, parce que par rapport à ce qu'on disait, l'hydrométrie qui doit être quand même. La recette, en fait, notre recette en magasin, c'est une recette qui est minute, qui ne serait pas adéquate pour effectivement un magasin comme une grande surface. Alors qu'effectivement, donc là, on a un peu adapté la recette. La croûte extérieure est un tout petit peu plus fine, c'est très moelleux à l'intérieur, et c'est une meringue que tu peux conserver 15 jours chez toi. D'accord. Donc en fait, pour préparer pour ton dessert, dedans 8 jours, il n'y a pas de problème. Super, bon, je vais tester. Qu'est-ce que tu penses que la petite Marie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Oh là, quelle question. Je pense qu'elle se dirait c'est pas mal. C'est pas mal. Globalement, moi je suis plutôt bien dans mes baskets. J'ai une famille hyper soudée, des enfants formidables, un mari et associé formidable. On prend beaucoup de plaisir d'ailleurs à bosser ensemble. En fait, ça veut pas dire qu'on est d'accord tout le temps, mais on travaille de la même manière et on prend les décisions de la même manière. Des amis, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Mon but, il est pas de devenir riche, j'en ai rien à fiche, mais d'avoir assez d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis plutôt frugale dans mes consommations, aussi bien de manière générale. De temps en temps, je me paye quelques petits luxes, qui sont souvent alimentaires d'ailleurs. Je pense qu'elle se dirait, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Qui dit choix dit renoncement, c'est quoi pour toi les renoncements que tu as fait dans cette nouvelle vie? Alors les renoncements, c'est le temps libre pour le moment, la liberté de pouvoir. J'ai un peu renoncé à mes week-ends quand même, parce que quand on est pâtissier, on travaille le week-end et on vend des gâteaux le week-end. Donc effectivement, avant, on partait à la campagne très 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 régulièrement le samedi et le dimanche. On part à la campagne le samedi et le dimanche de temps en temps. Voilà, vraiment, et beaucoup plus rarement qu'avant. J'ai renoncé au dîner au réveillon de Noël, où je recevais ma belle famille chez moi ou ma famille. Ça, pour le coup, c'est passé à la trappe. Mais j'ai gagné tellement, et j'ai renoncé à, on va dire, la sécurité. Quand on est salarié, on sait bien qu'on n'est pas dans une sécurité totale. Enfin, il y a quand même un salaire qui tombe au bout du mois, et je pense qu'effectivement, le confinement qu'on a traversé là, il y a une vraie différence entre les entrepreneurs d'un côté et puis les gens qui sont salariés de l'autre, parce que mine de rien, finalement, les entreprises le gouvernement a mis en place le chômage partiel de manière magistrale et extrêmement efficiente, et beaucoup de grosses entreprises ont finalement ajouté. Donc en fait, les gens ont été en sécurité chez eux, confinés, en télétravail, tout parti. Nous, on n'a pas cette sécurité-là. Voilà. Mais bon, après, c'est tellement de bonheur pour... je sais pas si j'emploierais le mot bonheur, c'est la liberté en fait. Alors avec du stress, mais c'est la liberté. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans toute ta vie, et comment t'as fait pour l'appréhender? Là, je dodeline. Je dodeline. La plus grande difficulté. C'est compliqué cette question. C'est compliqué cette question. La plus grande difficulté. Parce que dans les choses, alors je livre ce qui me passe par la tête pour répondre à ta question. Est-ce que le fait de décider de sauter le pas de la meringuée a été une difficulté? Pas vraiment en fait. On s'est regardés tous les deux avec Benoît en disant on y va. Finalement, on a une appréhension du risque tous les deux qui est à peu près similaire. Lui aussi avait voulu monter sa boîte dans le monde de l'énergie au début des années 2000, et il est fils de vigneron, donc l'entrepreneuriat, il avait encore plus bu dans le biberon que moi.
Après ça, on a des difficultés les uns et les autres. J'ai envie de dire, t'as des enfants. Bon, moi, j'ai des grands ados. C'est comment les accompagner pour que ils prennent leurs bonnes décisions, qui les amènent là où ils ont envie d'aller. Notre deuxième fils est un petit challenge à accompagner, par exemple. Voilà. Donc concilier, arriver à... je suis pas Wonder Woman, mais j'aimerais bien. Donc effectivement, arriver à concilier... et j'ai un peu tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Je pense que c'est ça ma difficulté, mais récurrente. En fait. C'est pas ma plus grande difficulté, c'est ma difficulté récurrente. Voilà, je suis pas Wonder Woman, mais je voudrais être... J'avais fait un test à l'époque où j'étais chez Fauchon. Ils nous avaient fait un test qui s'appelle les pilotes clandestins. Ouais. Je sais pas si tu connais ce test. Je connais pas celui-là. Donc tu tapes sur Google, ça s'appelle les pilotes clandestins. Tu vas voir où je veux en venir. Donc les pilotes clandestins, ça va te poser un certain nombre de questions et c'est en gros quelles sont finalement les choses qui viennent de très très loin de ton éducation et de ton enfance et qui continuent à te guider aujourd'hui. T'as 5 typologies de pilotes clandestins. Je vais probablement dire des bêtises dedans parce que c'est le souvenir que j'en ai. Le premier, c'est sois parfait. Le deuxième, c'est souvent celui des filles, un peu traditionnellement, sois gentille. Le troisième, c'est celui des garçons, un peu traditionnellement, c'est sois fort. Le quatrième, c'est je veux qu'on m'aime. Et le cinquième, c'est dépêche-toi. Bon. Mon deuxième fils, je pense qu'il aura comme pilote clandestin dépêche-toi. Parce que tout est dans son timing à lui, jamais dans celui des autres. Moi, je pense que j'ai sois parfait. Sois parfaite. Et le sois parfaite, c'est qu'en fait, je veux toujours faire les choses bien. Et donc je veux avoir mes amis, je veux bien les recevoir, je veux être une maman la mieux possible, la plus présente possible. Je veux avoir une carrière, pas pour avoir une carrière, mais parce que je veux décider et que je veux avancer et apprendre. Je veux réussir mon mariage, je veux m'occuper de ma famille, voilà. Et puis avoir un peu de temps pour toi aussi. Accessoirement aussi. Voilà. Et donc j'ai vécu depuis que j'ai des enfants, tu connais probablement ça, cette culpabilisation perpétuelle entre je travaille pas assez, je m'occupe pas assez de mes enfants, je travaille pas assez, je m'occupe pas assez de mes enfants. C'était tous les jours. Donc tous les jours est un équilibre subtil. Et puis les copines qui travaillent pas et qui te culpabilisent sans le vouloir, en te disant des trucs, t'as juste envie de les foutre par la fenêtre. Dans la série, machin il parle mieux que machin. Bah c'est peut-être parce que je suis à la maison. Bon voilà. Donc ça ça a été mon. Alors maintenant mes enfants sont plus grands, ça a été mon quotidien quand ils étaient petits. Pendant le confinement, moi je sais que pendant le confinement ça a été hyper justement de trouver sa place parce qu'on avait tous une place dans notre famille, mais pendant le confinement c'est qu'on disait c'était un exhausteur de goût, donc puis toutes les cartes ont été rebattues, donc. Vous étiez plus que 4, vous? On était 4, non, on était tous les 4, ouais. Nous, on était tous les 5. Ouais. On a récupéré notre fils aîné, effectivement, au début du confinement, qui revenait d'échanger à Washington. C'était un moment familial très intéressant, en fait. Vraiment très intéressant. Bon, nous, on a beaucoup bossé, on était beaucoup là. Ah oui, c'est clair, ouais. Mais eux aussi ont beaucoup travaillé parce qu'en fait, ils avaient cours. Paul, il terminait ses cours à Washington pour avoir son diplôme. Donc tout le monde a beaucoup travaillé, mais effectivement, on prenait tous les repas ensemble. Ça, c'était vraiment le gros changement, c'est le déjeuner. Tu dis, putain, tu déjeunes avec ta famille, c'est super. On débattait, donc on s'est beaucoup engueulé, en n'étant jamais d'accord parce que ça, c'est notre culture personnelle familiale. Avec les enfants, enfin tout le monde. Si tu veux, nous on s'engueule perpétuellement tous les 5. Enfin, voilà. Okay. Donc il y a pas un repas où en gros on est d'accord. Okay. Mais ça fait partie de. Il y a même eu un moment où quand Gabriel avait une dizaine d'années, il était dans un debating club. Il était dans une école à moitié anglo-saxonne. Et en gros, il revenait de son debating club, il nous racontait son débat et ensuite après ça, il disait bon ce soir on débat de quoi. Donc oui, ça c'est un point, mais c'était, et je pense que mes 3 filles sont aussi ça crée un moment sympa aussi entre eux. C'est sûr, ça a vachement rapproché les enfants, entre eux. Et de quoi aujourd'hui tu es la plus fière? Mes fils. Mes fils. Mon fils. Mes fils. Je suis hyper fière de mes fils quand je les vois tous les 3. Je vais être extrêmement objective. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont brillants, ils sont fous.
C'est marrant parce que c'est souvent, souvent les personnes que j'interviewe, c'est la réponse en effet, c'est leurs enfants, leur plus grande fierté en fait. Même si quelque part, je dis je suis fière, en même temps j'ai pas beaucoup j'ai un petit peu de responsabilité, mais enfin globalement c'est eux qui sont formidables en fait. Si tu croises quelqu'un là dans la rue qui te dit, mais en fait, si tu en es là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Alors d'abord, il a un peu raison, mais la chance, faut savoir la saisir. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il y a un alignement des planètes. On en parlait tout à l'heure. Il y a un alignement des planètes. Maintenant, en fait, il faut saisir l'alignement des planètes. Ouais, savoir sauter sur les opportunités. Ouais. Et pas avoir peur. Donc effectivement, quand on parle d'entrepreneuriat, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est la peur. Donc après ça, faut être un peu inconscient, mais en même temps, ça revient à ça. C'est-à-dire, si t'as peur et que tu veux en fait évaluer tous les risques de façon factuelle et rationnelle, jamais t'y vas. Jamais tu sautes le pas, jamais tu changes de vie, jamais. Donc en fait, je pense que chacun a son tempérament et il faut pas. Mais à l'inverse. Là où quand moi je suis sortie de l'ESSEC, l'entrepreneuriat était pas encore à la mode, même si dans notre école un peu plus, mais aujourd'hui ça l'est beaucoup. Et je pense que c'est aussi idiot de plaquer le fait qu'il faut être entrepreneur, il faut bosser dans une start-up. Non, c'est complètement idiot. En fait, il faut trouver son truc. Ouais. C'est comme quand on est une femme, je parle des femmes, mais pour les gars, enfin ta génération ou ceux qui sont plus jeunes que nous aussi, il faut pas dire il faut travailler ou il faut pas travailler, il faut s'occuper de ça. Non, en fait, il faut être aligné avec soi-même. Et je pense que j'ai été une meilleure mère travaillant que si j'étais restée à la maison. Si j'étais restée à la maison, j'aurais été odieuse avec mes enfants parce que t'aurais été frustrée, hyper frustrée. Donc en fait, il faut prendre sa décision en étant bien dans ses baskets. Ouais, être aligné avec soi-même. Exactement. Donc monter sa boîte et être entrepreneur et changer de vie, oui, si c'est une peur avec laquelle on vit correctement. Ouais. Si c'est non, faut pas le faire et il y a pas de jugement de valeur à avoir. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? Pas avoir peur. Ouais, faut y aller. Enfin, quand on le sent, faut y aller. Ouais. Faut y aller. Et quand finalement, il y a un petit truc qui trotte. Ouais. Et si à un moment donné, et il faut écouter. Et si le vrai conseil, c'est écouter ses tripes. Ouais. Voilà. Donc, faut pas vouloir mettre trop de cerveau. Il y a des moments où à un moment, faut y aller quoi. Ouais. On en parle très régulièrement dans le podcast de le body check, de se dire ok, t'écoutes ton corps et t'écoutes ce qu'il te raconte. Et du coup toi, est-ce que t'as des coachs? J'ai interviewé Hortense Aran, je sais pas si tu la connais, elle a monté Fleur d'ici. C'est le Interfora éco-responsable. Je sais pas si génial vraiment. Moi ce qu'elle dit c'est que manger des fraises à Noël maintenant ça choque tout le monde, mais offrir des roses à la Saint-Valentin ça choque personne. Alors moi si. Ouais, mais enfin c'est vrai que moi ça en fait moi aujourd'hui ça me choque. Ouais. Et donc du coup bon elle est en train de son ambition c'est de révolutionner le commerce mondial. Donc c'est une belle ambition. Ouais, je pense que vous auriez des belles choses à volontiers pour se rencontrer mais non là sur avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Et donc du coup elle disait oui en effet qu'elle avait été dans la Silicon Valley, elle avait rencontré des personnes qui étaient des potentiels investisseurs et qui lui disaient si on n'investira pas si vous n'avez pas un psy, un coach mental et un coach sportif. Alors non, j'ai pas de coach. Enfin, on n'a pas ni Benoît ni moi de coach. Alors d'abord, on est coach l'un de l'autre. Si on s'est dit X fois qu'en fait l'un comme l'autre on l'aurait pas fait tout seul. Ouais. D'abord parce qu'en fait l'entrepreneur, la sinusoïde des bonnes et des mauvaises nouvelles est assez ample et qu'il faut apprendre à, comme me l'a dit une entrepreneuse aussi, c'est aplatir la sinusoïde, c'est-à-dire se réjouir des bonnes nouvelles, mais sans que ce soit sans monter au ciel, et pour mieux encaisser les moins bonnes. Et effectivement, si avec ton associé t'es pas toujours en phase en fait sur ton optimisme ou ton pessimisme, déjà, donc ça permet de se remonter le moral réciproquement, de prendre du recul. Et effectivement, la dernière épreuve qu'on a traversée, le confinement, heureusement qu'on était tous les deux. Moi, je l'aurais pas traversé toute seule. Franchement, j'aurais pété un plomb avant la fin. Et effectivement, c'est le fait qu'on était tous les deux hyper soudés, avec des moments de mou pour l'un, puis pour l'autre, mais pas en même temps. Ouais. Après ça, le réseau Entreprendre quelque part nous apporte du coaching. Donc notre accompagnateur, nous on va dire,
on disait on était des vieux entrepreneurs, enfin des jeunes entrepreneurs vieux. Donc il y a en fait dans nos clubs, il y a plein de choses auxquelles on se confrontait. Enfin tous les autres se confrontaient, c'était la première fois, ils n'avaient pas l'expérience. Nous effectivement, on avait été dans des grands groupes, ou des plus petites boîtes. On s'était confrontés à plein de sujets. Donc en fait, ils se tournaient souvent vers nous en disant Marie-Benoît, vous feriez comment? Donc le coach qu'on avait, il venait pas nous aider il a été formidable. Il n'est pas du tout nous aider à gérer notre quotidien, etc. D'ailleurs, il nous disait, vous me parlez jamais de quotidien, en fait. Mais en fait, il nous a aidés tous les deux aussi. Il y a eu, je me souviens d'un déjeuner où effectivement, il nous a posé des questions à tous les deux qui étaient hyper personnelles. Et il nous a aidés à nous dire un truc qui était probablement l'une des rares fois dans notre vie de couple où on n'avait pas encore réussi à se le dire. Voilà. Donc lui, il nous a vachement aidés. Ouais. C'est quoi, du coup, maintenant, tes prochains défis? Mes prochains défis, faire passer la Meringuet à l'étape d'après. Donc là, on a une année importante devant nous, avec un 4e magasin en préparation. On dit où, pas encore? Dans le 14e arrondissement, à Paris. Donc là, oui, il faut qu'on réussisse ce magasin. Il faut qu'on arrive à consolider notre entreprise. Pour nous, pour nos salariés, dans nos fiertés. Alors, parce qu'effectivement, dans nos fiertés, j'ai effectivement donné une fierté plutôt personnelle, mais c'est vrai que je suis quand même très fière de ce qu'on a fait à la Meringuet. Et on a créé 20 emplois. Bon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Meringuet, elle paye 20 salariés tous les mois, et on va licencier personne. Nous, on a fait en sorte qu'à travers le confinement, on en sorte plus fort. Pour qu'on garde toutes nos équipes. Et on va même embaucher des gens, effectivement, rue Daguerre. Donc ça, c'est une vraie fierté. Alors c'est vrai que c'est tout petit, ça n'a rien à voir avec 10 000 salariés d'une grosse boîte. Mais bon, enfin, ça commence comme ça. Carrément. Voilà. Après ça, j'ai des envies d'international. Allez, si j'ai une baguette magique, peut-être pas dans 2 ans parce que c'est un peu court là, mais dans 3 ans, je vais passer un an on va tous les deux passer un an à New York pour ouvrir la Meringuet à New York. Ah, ça serait super. Oh, ça serait top. Un an à Manhattan. Parce que tu regardes comment ça s'appelle vos voisins, le merveilleux, ils ont une boutique à New York. Il y a beaucoup de Français qui ont ouvert là-bas. Et effectivement, on y est allé début février pour voir notre fils aîné. Et on a été arpenter les rues de New York, de Brooklyn. Enfin voilà, pour regarder un petit peu commencer à sentir un peu ce qu'on pouvait faire. Trop bien. Il y a des Français qui vont être heureux. Ton frère, si j'ai bien compris. Mais j'aimerais bien que d'ici là, il rentre en France. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de te dire merci et pourquoi? Alors, merci à mon mari pour ces 23 années ensemble. Pas 24 heures sur 24, mais 24 heures sur 24 depuis 5 ans. Je pense que voilà, ma vie a changé depuis qu'on est ensemble. Merci à mes enfants, à mes parents aussi, parce que je pense qu'ils m'ont amené quand je disais tout à l'heure que j'étais bien dans mes baskets. Alors, j'ai un peu l'impression de faire un discours. Merci. Donc, je pense que je suis bien dans mes baskets parce que j'ai des parents qui m'ont transmis des valeurs d'égalité totale, femmes-hommes, de la force, de la confiance en soi. Tout ce que j'ai aujourd'hui vient aussi de la structure que j'ai eue pendant mon enfance. Merci à mes équipes à la Meringuet parce qu'effectivement eux aussi leur énergie nous aide aussi à grandir et à avancer, et leur confiance en nous vraiment nous fait grandir. Merci à mes clients parce que, et là j'ai envie de leur dire merci particulièrement d'être là en ce moment depuis le déconfinement. En fait, on a un chiffre d'affaires qui se porte très bien, avec des gens qui continuent à nous remercier aujourd'hui en nous disant vous étiez ouverts pendant le confinement, c'était cool. Voilà, merci. Et puis après ça, les quelques personnes qui ont maillé mon parcours professionnel, j'ai quelques personnes qui ont été, c'est comme quand on était au lycée, les quelques profs qu'on a gardés 20 ans plus tard, voilà, j'ai quelques personnes qui ont structuré ma façon de travailler, ma façon d'aborder les choses. Donc cette femme qui était ma directrice marketing chez Cœur de Lion, qui m'a appris ce que c'était qu'une marque. Le suivant qui m'a fait confiance de manière totalement différente et m'a exposé à notre actionnaire où je me suis pris des baffes, mais j'ai appris. Mon directeur général à la Maison du Chocolat. Voilà, tout ça sont des gens qui ont, et puis toutes les rencontres
j'ai pu faire dans ces moments-là, quoi. C'est vrai que le branding, c'est quelque chose qui est hyper important. Enfin, moi, le premier boulot où j'ai bossé, c'était chez Mille et une listes, qui a été fondé par Pauline Dorgeval, ancienne HEC. Pauline Dorgeval, qui est la femme d'un de mes co-BDE à l'ESSEC. Ah, drôle. La femme de Lucas Dorgeval. Ouais, tout à fait. Et Pauline, elle a une culture de la marque qui est très, 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 très forte. Et moi, je sais qu'elle m'a inculqué ça. Et c'est un truc, pour moi, dans toute mon expérience marketing, dans mes 15 ans de direction marketing, et même là, dans le lancement du podcast, la marque, pour moi, c'était pas imaginable de faire un truc sans un univers visuel, un truc, et ça fait la différence parce que du coup, ça fait pro et t'emmènes les gens vers, tu crées, en fait, une valeur. Alors, c'est toujours pareil. Quand on est marketeur, c'est pas simple de mettre une valeur derrière la marque, mais t'as absolument raison. Et la Meringuez, je pense qu'humblement, on a fait un petit travail là-dessus, qui fait qu'aujourd'hui, oui, on parlait de ma petite rap microplane, mais j'avais hésité avec notre livre, parce qu'effectivement, on a sorti un livre de recettes et qui a contribué aussi à installer la marque comme étant la référence de la pavlova. Ouais, c'est un truc qui est hyper important auquel les gens pensent pas forcément, mais ça se travaille, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Marie. Merci, Charlotte, infiniment pour cette conversation passionnante et passionnée. À très vite. À bientôt. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous ai mis tous les liens pour aller déguster les pavlovas de la Meringuez sur pourquoipasmoi.co. Comme vous l'aurez compris, elles valent plus que le détour. J'ai une bonne nouvelle, la boutique rue Daguerre ouvrira en octobre. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous pouvez passer commande sur le site et vous faire livrer à Paris et dans la petite couronne. Profitez-en, moi depuis Marseille, ça va être plutôt compliqué. En attendant, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.